Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des débats de la Haute Assemblée. Le Sénat a adopté hier le budget de l'école, des collèges et des lycées pour 2019, un débat qui intervient alors que des dizaines de lycées sont perturbés, bloqués en plein mouvement des Gilets jaunes. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a appelé hier soir les lycéens à ne pas venir manifester samedi prochain, car ils courraient, je cite, un grand danger. Les sénateurs ont donc adopté hier un budget de l'enseignement scolaire en hausse d'1,7% et qui s'élève à près de 73 milliards d'euros. Mais malgré cette hausse, 2600 postes vont être supprimés dans les collèges et les lycées, puisque le gouvernement continue de recentrer les moyens sur l'école primaire, avec 1800 postes créés dans ces écoles, notamment pour poursuivre le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones prioritaires. La droite sénatoriale est satisfaite par ce budget, elle a salué le renforcement du primaire, mais les sénateurs ont néanmoins débloqué 10 millions d'euros pour créer 300 postes supplémentaires dans les écoles rurales. Tout de suite, le débat sur le budget de l'école. La Commission des finances a examiné la mission enseignement scolaire et, à dire vrai, elle est plutôt satisfaite. Je vais donc dissiper une insoutenable tension. Nous préconisons le vote des crédits de votre mission. Pourquoi ? Parce que globalement, nous avons une progression de la dépense publique qui est raisonnable, 1,7%. Je rappelle qu'en moyenne, cette progression avait été de 2,4% dans le quinquennat précédent. Nous avons identifié des points positifs qui mériteront sans doute, dans le débat, d'être éclairés. L'évolution des effectifs, vous reprenez un parcours plus réaliste, avec une suppression de 1850 équivalents temps plein, répartis entre l'enseignement public, 1250, l'enseignement privé, 550, et l'enseignement agricole, dont la mission a également la charge, 50. Je reviendrai sur ces suppressions. Vous avez engagé une politique de professionnalisation dans le recrutement des enseignants. Et c'est une initiative importante qui va, je crois, prendre une dimension sous votre impulsion massive. Elle concerne des étudiants de L2, L3, de M1, deuxième année, troisième année de licence, de master, et nous pourrions atteindre le chiffre de 10 000 étudiants qui seraient associés à la vie professorale, initiés à la vie professorale, imprégnés de la vie professorale, et qui pourraient, s'ils réussissent leurs examens, et on leur souhaitera évidemment, intégrer avec une connaissance et un bagage. Excellente initiative. La troisième mesure que nous tenons à signaler, elle est catégorielle. Vous reprenez le chemin d'une revalorisation toujours insuffisante, mais réelle, de la condition de l'enseignement. Ce sont 227 millions supplémentaires, dont une partie s'explique par la reprise des programmes de carrière rémunération, le célèbre PPCR, pour 133 millions. Mais pour le reste, vous avez une politique plus volontariste en ce qui concerne les débutants, avec pratiquement dans les zones difficiles, nous atteindrons une prime de 2 000 € annuels, si j'ai bien retenu vos chiffres. Je dois reconnaître que cette prime est quand même, et ses avantages sont quand même hiérarchisés selon l'ancienneté. Et à l'Éducation nationale, il est bon d'être vieux et en fin de carrière, parce qu'on gagne quand même plus d'argent. La même prime arriverait à 11 000 € par an, mais vous le confirmerez. Le quatrième point que je voulais souligner, c'est sans doute pour nous le plus important, car c'est un souci permanent de la Commission des finances et de la Commission des affaires culturelles, d'ailleurs, monsieur le rapporteur, cher Jacques, c'est le renforcement de l'enseignement primaire. Alors, si globalement nous assistons à une diminution des équivalents temps plein, pour l'enseignement primaire, ce sont 1800 emplois supplémentaires qui vous permettront notamment d'achever le dédoublement pour les CP, les CE1, dans les zones REP et REP+. C'est une excellente formule.
c'est un effort significatif sur le plan financier. J'ai noté quelque part que l'équivalent de la dépense représentait 500 millions d'euros pour 300 000 élèves. Ça fait 1 666 € par élève. L'État investit dans la jeunesse française et dans la jeunesse la moins favorisée. Je voudrais parler des stages de réussite que vous poursuivez et que vous développez. L'opération Devoirs faits, qui fait de l'établissement du collège, en l'occurrence, un endroit où l'élève reçoit un véritable soutien qui permet d'égaliser et d'amortir les différences de soutien familiaux. Et j'ajoute que vous avez décidé, le président l'a annoncé, une instruction, alors je ne sais pas quel est le terme exact, une instruction qui doit commencer à partir de 3 ans. Est-ce une scolarisation? Vous nous direz la précision. Les familles sont attentives à cela. Le 5e point positif que je voulais évoquer, c'est cette rationalisation du second degré, puisque nous savons tous que l'enseignement public français est bien servi pour le second et moins bien pour le primaire, en raison notamment de la diversité des options, de la multiplicité des filières et d'un ratio entre enseignants et élèves qui est très favorable au surencadrement. Alors là, nous avons une rationalisation du baccalauréat, l'actualité nous en parle, mais ça, c'est un marronnier. En revanche, il y a une véritable décision de fond, un bac plus simple, plus clarifié, qui permet d'ailleurs de regagner accessoirement des semaines de travail dans les établissements et qui engage une réforme amont. Je suis persuadé que vous nous en parlerez. Vous avez pris un moyen nouveau, la 2e heure supplémentaire que le chef d'établissement peut demander aux enseignants. Il y en avait une, il y en a une deuxième. Ce sera sans doute une façon d'amortir, dans un premier temps, la diminution des effectifs. Je voudrais évoquer rapidement en un mot la voie professionnelle et je vous interrogerai volontiers sur ce que vous entendez par le campus d'excellence. Dernière satisfaction, mais elle est presque un peu mesquine de la part de notre commission des finances, vous avez renoncé au projet Sirène après avoir constaté qu'il ne parvenait pas à aboutir. En conclusion, quels sont les points de vigilance? Vous ne respectez pas la loi de programmation triennale, puisque nous avons déjà un dépassement de 170 millions. Alors, l'avantage, c'est la sincérité. L'inconvénient, c'est la soutenabilité dans le temps de votre budget au regard de la loi de programmation des finances publiques. Deuxième sujet de vigilance, c'est d'évaluer en permanence, et je pense que vous n'y êtes pas hostile, le coût-rendement de ces mesures nouvelles que nous avons évoquées pour le primaire, que nous soutenons spontanément, mais dont il faut évaluer le coût, et en particulier la partie qui revient aux collectivités locales. Vous savez ici, Monsieur le Ministre, que nous y sommes attentifs. Le dédoublement ne va pas sans mètres carrés supplémentaires. La généralisation de l'instruction à partir de 3 ans ne va pas non plus sans efforts supplémentaires et en bâtiment et en personnel d'accompagnement. La voie professionnelle, nous sommes intéressés à comprendre quel rôle joueront les régions entre les professions et l'éducation nationale. Et de la même façon, nous sommes intéressés au nom du territoire, au rapport Gouttebel que vous avez demandé et qui devrait permettre d'ouvrir des pistes nouvelles sur le renouveau de l'internat. Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission des finances du Sénat a décidé de donner un avis favorable à la mission enseignement scolaire. Merci. La parole est à Madame Céline Brulin pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Difficile, Monsieur le Ministre, de ne pas débuter mon intervention en évoquant la mobilisation des lycéens qui rejette autant votre vision de l'éducation nationale que la politique injuste et méprisante du gouvernement. Les choix budgétaires que nous examinons aujourd'hui sont incriminés et il serait bon, me semble-t-il, d'accorder à cette mobilisation toute l'attention qu'elle mérite. Ce serait plus pertinent
que d'aviver les tensions, comme à Ivry-sur-Seine, où des lycéens voient leur garde à vue prolongée pour avoir tagué devant leur lycée « Macron démission », comme ailleurs encore, où l'on répond à des adolescents de 16 ans par des gaz lacrymogènes ou par des tirs de flashball causant des blessures graves, très graves, alors que plusieurs syndicats d'enseignants rejoignent désormais les mobilisations. Les suppressions de postes suscitent colère et inquiétude, comme les réformes qui risquent d'accentuer les inégalités sociales. Votre politique est construite sur ce postulat. La France investirait trop dans le secondaire et pas assez dans le primaire. Ce parti pris vous a conduit à dédoubler les classes en CP et en CE1, en REP et REP+, mais l'augmentation du nombre de postes n'a pas suivi. Du coup, cette mesure, pourtant louable, s'est traduite par des retraites de postes et donc des classes surchargées dans beaucoup de territoires. Le dispositif, plus de maîtres que de classes, a été réduit d'un tiers en 2018 et va continuer de diminuer en 2019. Vous avez justifié cette décision en avançant qu'il n'existait pas de preuves tangibles et scientifiques qu'un taux d'encadrement plus élevé favorise la réussite. Argumentaire, si vous le permettez, à géométrie variable, puisque la réduction du nombre d'élèves par classe est la première des priorités pour le CP, mais en même temps, si j'ose dire, on réduit le nombre d'enseignants dans le secondaire et on ferme même des classes rurales sous prétexte que le nombre d'élèves y est trop faible. On cherche la cohérence. Le jeu de vase communicant auquel vous vous êtes livré pour mettre en place les dédoublements des classes de CP et CE1 pose deux problèmes majeurs à nos yeux. C'est vrai, le primaire est le parent pauvre de l'école française, mais il est faux de croire que le secondaire dispose de moyens suffisants, à plus forte raison au collège ou dans l'enseignement professionnel. Permettez-moi de rappeler qu'en 20 ans, la part de dépenses de l'éducation a baissé d'1 point de PIB, ce qui représente tout de même 23 milliards. C'est d'autant plus problématique que la réforme du baccalauréat va demander un investissement supplémentaire à des enseignants de lycée dorénavant chargés d'organiser des épreuves et de gérer la place accrue du contrôle continu. Surtout, ces réductions de moyens et d'effectifs sont incompréhensibles au vu des évolutions démographiques. Rien que dans le secondaire, ce sont plus de 40 000 nouveaux élèves qui sont attendus d'ici 2021. Au regard de ce constat, vous augmentez les heures supplémentaires des enseignants. Mais d'une part, un enseignant français travaille devant des élèves 900 heures contre 784 en moyenne dans l'OCDE, et d'autre part, les équipes éducatives ne cessent de demander des temps hors cours pour travailler sur la vie scolaire et la cohésion au sein des lycées notamment, pour lutter contre les incivilités ou la violence. Face à la crise de recrutement que nous connaissons, ce sont les salaires des enseignants, qui sont particulièrement bas en France, qu'il faut augmenter, plutôt que de passer par le subterfuge des heures supplémentaires. Il n'aura échappé à personne ces jours-ci que la question du pouvoir d'achat s'impose aujourd'hui, et je crois qu'il serait temps d'y répondre réellement. Je serai plus nuancée que vous ne l'êtes, Monsieur le Ministre, sur la hausse de 850 millions d'euros de votre budget, que vous vous plaisez à mettre en avant, et on peut parfaitement, évidemment, le comprendre. D'abord parce que 400 millions d'euros sont mécaniquement abondés pour les lignes glissement vieillesse, technicité et parcours professionnel, carrière et rémunération. Ensuite, du fait de la bascule budgétaire du recrutement et de la rémunération des AESH pour 213 millions. Et sur ce point, je me permets de rappeler qu'il reste encore de très nombreuses situations d'enfants sans accompagnant, alors que nous approchons des vacances de Noël. Vous savez que ce sujet me tient particulièrement à cœur. D'ordinaire, les situations sont quasi toutes réglées entre la rentrée de septembre et celle de la Toussaint. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pose une question, s'agit-il d'attendre janvier pour faire passer ces recrutements sur le budget 2019, comme certains témoignages semblent le rapporter? Enfin, le même mouvement d'écriture est à faire pour les crédits de la vie associative dévolus aux activités périscolaires. Sur la voie professionnelle, enfin, vous considérez que le lycée professionnel est celui qui coûte le plus cher et a le plus d'heures de cours sans être synonyme de réussite. Vous prévoyez la diminution du nombre d'heures d'enseignement et cela se vérifie notamment à travers l'effondrement des postes de professeurs de lycée professionnel mis au concours pour 2019. Je rappelle que la voie professionnelle est celle qui prépare le mieux les jeunes à l'obtention d'une qualification et à l'insertion professionnelle.
Elle permet d'ailleurs à de nombreux jeunes, notamment dans les milieux populaires, d'accéder au bac puis à l'enseignement supérieur. Elle est aussi indispensable pour maintenir et développer des savoir-faire, notamment dans l'industrie. L'apprentissage ne peut pas être la seule réponse, d'autant que la réforme qui dessaisit les régions de cette mission pour les confier aux branches professionnelles risque de porter un coup fatal à de nombreux centres de formation des apprentis qui maillent nos territoires et de mener à l'abandon d'un certain nombre de formations. En conséquence, vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que notre groupe votera contre ce budget. Je vous remercie. Donc la parole est maintenant à Madame Annick Billon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Aujourd'hui, 20% des élèves quittent l'école sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Près de 120 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme ni qualification. La dernière enquête PISA, publiée par l'OCDE, dresse un tableau alarmant. Depuis près de 20 ans, notre système éducatif ne permet plus de réduire les inégalités sociales et de rendre possible l'élévation des citoyens par le mérite. C'est pourtant un principe cardinal de notre République. Pour relever ces défis, l'école doit se réformer et devenir le socle d'une République avec plus d'égalité, plus de liberté, plus de justice. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais, au nom du groupe Union centriste, saluer la revalorisation du budget de la mission enseignement scolaire avec 811 millions d'euros supplémentaires. Il s'agit d'une réelle source de satisfaction car ce choix politique sera porteur d'effets concrets sur l'enseignement scolaire. Ce choix renferme également une dimension symbolique forte. En effet, faire de l'enseignement scolaire le premier budget de l'État, c'est envoyer un message clair à nos citoyens, celui de la priorité donnée au savoir et à la jeunesse. Aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que l'État n'investit pas suffisamment, particulièrement dans les premiers niveaux d'éducation. Par ailleurs, toutes les études convergent pour montrer que les inégalités naissent dès l'école maternelle. Pendant trop longtemps, l'école primaire a été le parent pauvre du budget dédié à l'enseignement, de 14% inférieur à la moyenne de l'OCDE. C'est pourquoi donner, comme vous le faites, Monsieur le Ministre, la priorité au premier degré, c'est faire le choix d'une société plus égalitaire. Ce changement de référentiel est donc une bonne chose. Celui-ci passe bien entendu par la transmission et la consolidation des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Il passe aussi par le respect des valeurs de la République, du principe de laïcité et de l'autorité du professeur. Mais ce changement passe également par une réorganisation profonde des classes. À ce titre, nous saluons les mesures visant à réduire à 12 élèves l'effectif des classes de CP et de CE1, ainsi que le dédoublement de ces mêmes classes en REP et REP+. Il faudra toutefois veiller à adapter ce dispositif aux écoles situées en milieu rural, afin de ne pas accroître la fracture territoriale dont souffrent nos campagnes. Je rejoins à ce titre la proposition du rapporteur pour avis, Jacques Grosperrin, visant à transférer 10 millions d'euros de dépenses du titre 2 vers l'enseignement primaire afin de créer des postes supplémentaires en faveur de l'école rurale. Quant au second degré, nous nous interrogeons sur les suppressions de postes et la compensation par des heures supplémentaires. Si cette mesure doit permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des professeurs, elle reçoit un accueil contrasté de la part des équipes pédagogiques. Le groupe Union centriste se félicite par ailleurs de l'augmentation des crédits consacrés à l'accompagnement des enfants en situation de handicap, ce qui devrait notamment permettre le recrutement de 1 500 AESH dès janvier 2019. Je souhaiterais conclure en évoquant un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui du harcèlement à l'école. Selon une enquête publiée par l'UNICEF le mois dernier, un tiers des enfants interrogés déclarent subir régulièrement des attaques verbales ou physiques de la part d'autres enfants au sein de leur établissement.
47% d'entre eux en feraient l'expérience dès le CP. Aussi, à l'heure où nous mettons l'accent sur l'importance de l'acquisition des fondamentaux dès le plus jeune âge, il me semble important de rappeler ces chiffres effarants. Des chiffres qui doivent nous amener à réfléchir sur la mise en place de structures d'accueil au sein des établissements scolaires. Car l'enseignement suppose un préalable, la sérénité et la sécurité de nos enfants dans les apprentissages. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, le groupe Union centriste donnera un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission, comme d'ailleurs sur l'amendement de notre rapporteur Jacques Grosperrin. Je vous remercie. Merci. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission enseignement scolaire figurant à l'état B. Donc, premier amendement, le 139, Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne souhaite pas polémiquer parce que je crois que l'heure n'est absolument pas à la polémique. Et je voudrais rassurer ceux qui semblent inquiets, un grand esprit de responsabilité règne sur nos bancs, comme je crois sur les bancs de toute cette Assemblée. Mais je ne crois pas que nous puissions être accusés d'incitation à manifester. Parce que vous avez rappelé fort à propos, Monsieur le Ministre, les droits, les devoirs, mais aussi les droits que permet notre République. Le droit de manifester en est un, et nous considérons que l'État doit garantir la sécurité de tous, y compris des manifestants, et je ne doute pas que ce sera le cas dans les prochains jours. J'en viens à l'amendement que nous proposons, qui propose d'attribuer 5 milliards d'euros que nous prenons sur les crédits de l'enseignement privé pour les réaffecter aux besoins de l'enseignement public. Certains et certaines familles, peut-être, scolarisent leurs enfants dans le privé pour des raisons idéologiques, mais c'est assez marginal parce que c'est souvent parce que l'enseignement public ne répond pas à toutes les attentes que des familles font le choix d'une scolarisation dans le privé. Et donc nous proposons de réaffecter ces 5 milliards d'euros sur l'enseignement primaire, et je rejoins en ça nos collègues qui évoquaient l'enseignement primaire, notamment dans les communes rurales, mais aussi pour permettre de redévelopper le dispositif plus de maîtres que de classes, de développer ces crédits dans le secondaire, ce qui permettrait d'éviter la suppression des 2600 postes qui sont envisagés, qui permettrait également le recrutement d'AESH en plus grand nombre, puisque, je le redis, il reste beaucoup de situations et beaucoup de familles et d'enfants qui sont dans la détresse de ce point de vue-là, ce qui permettrait enfin de revenir sur la suppression de 50 postes dans l'enseignement agricole. Et je ne doute pas que ceux qui en appellent régulièrement à une gestion rigoureuse des deniers publics et qui en appellent même à une baisse de la dépense publique auront à cœur, dans ce contexte, de faire en sorte que la dépense publique aille d'abord et prioritairement à l'enseignement public. Je vous remercie. Merci. Sur cet amendement, l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Sans surprise, il est défavorable. Alors je peux commenter longuement si vous voulez. Je ne vous infligerai pas les raisons profondes qui militent en faveur de l'éviction, de l'éradication de cet amendement. Je voudrais simplement rappeler à Madame, elle ne le sait peut-être pas, mais lorsque Jules Ferry, qui était sénateur des Vosges, donc un Lorrain éminent, a rendu en 1882 l'instruction obligatoire et gratuite, il n'a pas imposé la laïcité, il a respecté l'enseignement public comme l'enseignement qui préexistait. Et j'ai eu la curiosité de regarder les chiffres. En 1881, c'est-à-dire avant la loi, il y avait à peu près 4 900 000 jeunes écoliers français, garçons et filles, qui suivaient une instruction et qui permettait ainsi d'accéder à l'éducation. Et grâce à Jules Ferry, on est passé à 5,3 millions, ce qui est évidemment un bond,
mais l'enseignement était déjà diffusé dans notre pays, et diffusé par qui? Eh bien, par des parents, par des communes, par des convictions, par des congrégations. Vous avez raison de le dire, des gens qui voulaient diffuser. Et donc, cette liberté de l'enseignement est inhérente à notre culture républicaine et à notre culture nationale. Et je ne vois absolument pas la nécessité de la remettre en cause aujourd'hui. Merci. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Même avis? Même avis. Oui, monsieur Ouzoulias. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous savez que nous sommes autant attachés que vous à la raison. Et le maintien de l'ordre, il doit respecter une règle de proportionnalité qui aussi obéit à une certaine rationalité, surtout quand il s'agit de mineurs. Je pense, comme vous, je crois, que le surgissement de la violence, c'est un échec collectif sur lequel il faut que nous nous interrogions. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver pour l'école le retour d'une forme de dialogue républicain qui nous manque autant. Donc la violence, nous la constatons, nous la déplorons, mais malheureusement, il faut maintenant en traiter les racines. Je pense que le tout répressif n'est pas une solution et il faut retrouver les termes du dialogue républicain. Merci. Madame Gatel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais tout d'abord vous apporter tout mon soutien pour l'action que vous conduisez en faveur de l'école. Je crois qu'elle fait l'unanimité, et aussi tout mon soutien dans ces moments particulièrement délicats et difficiles. Quant à l'amendement qui a été proposé par nos collègues, alors c'est le marronnier du mois de novembre. Nous avons déjà eu ce débat l'an dernier. Moi, j'approuve totalement ce qu'a dit Monsieur Longuet. L'école privée est un vrai sujet. Nous l'avons traité ici, grâce à vous, Monsieur le Ministre, pour les écoles privées hors contrat. Ici, on parle aussi des écoles privées sous contrat. Pardonnez-moi de parler de ma particularité locale, mais je viens d'une région, la Bretagne, où de grands syndicalistes d'aujourd'hui ont été éduqués, ouverts au monde et instruits par des congrégations religieuses. 40% des effectifs d'élèves en Bretagne sont scolarisés dans des écoles privées, et l'école privée est très présente dans le milieu rural, et il y a toutes sortes de familles, des gens qui choisissent librement l'école conformément au principe de liberté d'enseignement et qui ne sont victimes d'aucune idéologie. Et chère madame, moi je veux bien que vous préleviez, parce que c'est le mot, de l'argent sur ce système d'éducation, mais les enfants devront aussi être accueillis et il y aura un coût pour tout cela. Donc moi je pense qu'aujourd'hui l'heure n'est plus à des propositions de vases communicants qui, à mon avis, répondent assez malheureusement à l'intérêt que vous portez vous-même, et cher Pierre, je le dis en vous le regardant, à l'éducation et à l'égalité des chances. Je vous remercie. Merci. Monsieur Max Brisson. Oui, j'ai applaudi, Monsieur le Ministre, aux propos que vous avez tenus tout à l'heure sur la protection des jeunes. Aujourd'hui, ça doit être notre principale préoccupation, et vous avez bien parlé. J'ai aussi largement applaudi les propos de Gérard Longuet. Je partage, en élu du Pays Basque, ce que vient de dire Françoise Gatel. En la matière, Pays Basque et Bretagne se ressemblent. En revanche, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, je vous ai interrogé sur une inquiétude. La création vous n'avez pas répondu, la création des postes en éducation prioritaire peut menacer une balance tacite, un 80-20 en création et retrait qui existe entre l'enseignement public et l'enseignement privé. C'est une inquiétude réelle à laquelle vous n'avez pas répondu et sur laquelle je vous interroge à nouveau. Merci. Monsieur Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, concernant l'amendement de nos collègues, et c'est vrai que l'an dernier, j'étais déjà intervenu sur un de ces amendements, bon, sur un montant quand même de 5 milliards d'euros, c'est pas mince, et même avec tout le respect mais qu'on pourrait aussi comprendre. De l'autre côté, nos
deux rapporteurs le savent même beaucoup mieux que moi, puisqu'ils ont largement travaillé sur cette mission enseignement, et c'est quand même le premier budget au niveau de l'État, avec 72,7 milliards d'euros. C'est quand même une somme particulièrement importante, et dont l'enseignement privé représente certes un peu plus de 7 milliards d'euros, mais là l'amendement, je vais rester, pour pas faire du hors-sujet, parce qu'on aurait souvent tendance à faire du hors-sujet, 5 milliards après qu'on reventile sur 4 chapitres, si on peut dire, à caractère financier. Mais après, je peux comprendre, parce que il y a des personnes de qualité, je dirais, dans le public, il y a des personnes de qualité aussi dans le privé. Donc, je pense que à ce niveau-là, on fait pas de différence. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre propos, Monsieur le Ministre, je fais le lien sur la connaissance des institutions. Je fais une petite parenthèse sur d'autres ministères, ministère de la Défense en partie, et ministère des anciens combattants et mémoire, pour la JDC, parce que je sais aussi, Monsieur le Ministre, votre attachement concernant cette JDC, et qui là permet quand même de donner aux jeunes la notion de respect de nos institutions en particulier. Alors donc, mais là néanmoins, sur cet amendement, je ne le voterai pas, et je soutiendrai l'avis des rapporteurs. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, mon propos sera en deux parties. D'abord, je voudrais évidemment répondre à ce que vous avez dit, Madame la sénatrice et Monsieur le sénateur. D'abord, vous remercier de la tonalité de votre intervention. Je pense qu'il y a quelque chose, encore une fois, d'exemplaire qui peut se passer ce soir dans nos échanges, grâce finalement aux façons d'être du Sénat. Encore une fois, on peut être en désaccord, mais on doit d'abord et avant tout, comme l'a dit le sénateur Brisson, penser à la sécurité des élèves. Et bien entendu, je souscris à l'essentiel de ce que vous avez dit l'un et l'autre. Et je vous remercie de cette précision par rapport à ce que vous avez dit précédemment, parce que ce que j'ai dit, il faut l'entendre à la lumière de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Et donc je profite de l'occasion pour le dire, pour être très clair. Il y a des violences d'une nature comme nous n'en avons jamais vu. Ces violences sont des violences du fait de personnes qui ne sont certainement pas les forces de l'ordre. Elles attaquent les forces de l'ordre avec le risque de les blesser, voire de les tuer. Les élèves peuvent se trouver au milieu de cela. Il y a donc des enjeux très graves qui ont déjà été encourus. Sans parler d'élèves qui, malheureusement, pris dans cette ambiance, cherchent eux-mêmes à commettre des délits, par exemple incendiaires, et se brûlent eux-mêmes. C'est arrivé entre lundi et aujourd'hui. Donc la situation est grave. D'ailleurs, elle se déploie dans des lieux qui ne sont pas forcément les lieux habituels. Aujourd'hui, les villes de Toulouse et de Marseille ont vécu des événements que je considère comme gravissimes et qui sont malheureusement riches de potentialités d'autres événements gravissimes pour les jours qui suivent. Donc c'est à vous donner l'occasion de le préciser. Je pense que nous serons en accord sur tout cela, les uns et les autres. Aujourd'hui, dire à des lycéens d'aller dans la rue, que ce soit demain, vendredi ou samedi, n'est pas raisonnable. Dire cela n'est pas une atteinte au droit de manifester, c'est remplir mon devoir de ministre de l'Éducation, d'envoyer les messages les plus forts possibles de protection des élèves. C'est absolument essentiel. Et je formule vraiment des vœux pour que les jours prochains soient des jours de calme et bien entendu des jours de débat. Le débat est toujours possible. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour contrecarrer ce qui parfois est dit. Par exemple, la réforme du baccalauréat est évidemment le résultat d'une consultation extrêmement large. Ce sont, je le rappelle, 40 000 lycéens qui ont participé. Ils l'ont fait notamment au travers d'instances qui sont les plus démocratiques qui soient au sein des lycées, c'est-à-dire les comités de vie lycéenne, qui eux-mêmes donnent des comités académiques de vie lycéenne et un comité national de vie lycéenne. Je suis parfois étonné de voir des toutes petites organisations extrêmement militantes
contester des choses qui ont été élaborées par des organisations certes plus calmes, peut-être donc moins visibles, mais plus représentatives. Et donc, il est toujours plus facile de brûler que de construire. Il est toujours plus facile de s'attaquer à une forêt par l'incendie plutôt que de planter des arbres. Mais aujourd'hui, je crois que la sagesse et la raison doivent nous amener à privilégier les arbres qui poussent plutôt que les arbres qui brûlent. Et c'est donc notre devoir. Donc c'est l'occasion ce soir de le dire devant la représentation nationale et j'espère d'être entendu par tous les acteurs. J'ai d'ailleurs envoyé des messages aux proviseurs, aux professeurs, qui sont des messages de soutien. Certains ont vécu des choses épouvantables ces jours-ci dans l'exercice de leur métier, des menaces parfois même sur leur famille. Ça existe aujourd'hui en France, tel que nous vivons les événements. Je leur ai donc adressé un message de soutien. Je me suis aussi adressé aux élèves au travers d'une vidéo que chacun peut voir, dans laquelle je leur demande de ne pas aller à ces manifestations, quelle que soit l'opinion qu'ils ont sur quelque sujet que ce soit, parce que c'est une mise en danger vu les circonstances. Je ne dirais pas ça pour n'importe quelle manifestation, c'est les circonstances qui m'amènent à le dire, et je pense que l'on peut tous partager cela. Maintenant, pour répondre brièvement au sujet qui arrive souvent à cette période de l'année, j'entends la dimension symbolique de cet amendement. Vous cherchez à remettre en cause quelque chose qui est quand même très ancré dans notre histoire éducative et dont les éléments ont été rappelés par plusieurs des sénateurs. Je tiens à dire, et c'est l'occasion aussi de répondre à la question du sénateur Max Brisson, qu'on est là sur un sujet d'équilibre. Et le sénateur, monsieur le rapporteur, monsieur le président Gérard Longuet fait référence au temps de Jules Ferry. Il y a des temps étapes aussi depuis lors, comme la loi Debré qui a été un moment d'équilibre. Les mesures prises aussi par des gouvernements de gauche après la crise de 1984 qui ont été des mesures d'apaisement. Je ne vois pas tellement l'intérêt de revenir sur ces mesures d'apaisement et d'équilibre telles qu'elles ont résulté de notre histoire, qui aboutissent à cette règle du 80-20, qui permettent d'inclure un enseignement privé sous contrat qui justement respecte les règles de la République, et nous avons besoin de cela. Et je remercie la sénatrice Gatel à la fois pour ses propos et ce qu'elle a fait cette année, pour que justement on sache distinguer ce qui relève d'un enseignement privé qui respecte les règles d'un enseignement privé qui ne les respecte pas. C'est évidemment absolument essentiel. Et dans ce cadre-là, nous avons au contraire à consolider l'esprit de service public qu'il y a derrière le contrat d'association et de respecter aussi les équilibres. Alors ces équilibres, ils peuvent connaître une sorte de bouger. Il y a un peu d'ironie pour moi à être attaqué sur l'instruction obligatoire à 3 ans, dont certains me disent, parfois plutôt vers ces bancs, qu'elle serait, entre guillemets, un cadeau au privé, puis d'être attaqué plutôt sur ces bancs, gentiment, sur le fait que notre politique de l'éducation prioritaire léserait l'enseignement privé. Il peut arriver que des évolutions générales du système puissent créer quelques petits plus et quelques petits moins dans cet équilibre du 80-20. Je vous le concède, l'enseignement privé étant moins présent en éducation prioritaire, cela donne un petit changement qui est de petite nature. De même que les montants en cause dans les bénéfices que l'enseignement privé peut tirer de l'enseignement obligatoire à 3 ans ne sont pas grand-chose par rapport à l'évolution d'ensemble que représente cette instruction obligatoire. Donc le 80-20 peut avoir un peu de jeu, de même que la Tour Eiffel repose sur des éléments de caoutchouc qui permettent un petit peu de jeu, mais l'essentiel est là, l'équilibre est là, c'est ce 80-20. Bien entendu, il n'est pas question pour moi de le remettre en question. Merci. Je vais mettre cet amendement aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, je voudrais signaler ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons un horaire contraint. On doit reprendre la séance demain à 9h30 parce qu'il y a une journée très lourde. Donc il y a eu des échanges un petit peu préliminaires. Donc vous demandez peut-être de faire un effort de concision. Merci. Président Eblé. Merci de cette précision, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Joly, le 206. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je serai bref. Donc, cet amendement permettra de créer 1350 emplois
dans le second degré pour la prochaine année scolaire. L'éducation nationale, comme la justice ou l'intérieur, devait être initialement épargnée par des suppressions d'emplois. Le budget 2019 semble rompre avec cette promesse, puisque ce ministère supportera à lui tout seul plus de 43% des suppressions de postes dans la fonction publique d'État. L'enseignement scolaire, secondaire, subira une baisse de 2600 emplois tel que ça figure dans le projet, alors même que selon les prévisions de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère, il devrait y avoir plus de 40 000 élèves supplémentaires dans le second degré et notamment 38 000 et quelques dans les collèges. La création de postes dans le primaire ne doit pas se réaliser au détriment des efforts dans le secondaire. Il est donc, plutôt que de proposer des suppressions, il est proposé de maintenir le niveau des effectifs et de également prévoir cette augmentation de 1350 postes. C'est le sens de cet amendement qui est gagé pour des raisons, vous savez, d'équilibre budgétaire sur d'autres crédits et qu'il appartient éventuellement au gouvernement de lever ce gage pour sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, la Commission est défavorable. Dans un cadre budgétaire contraint, la Commission souhaite privilégier le soutien à l'enseignement primaire. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Même avis. Donc, je mets cet amendement aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Monsieur Joly, le 212. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le gouvernement avait indiqué vouloir assurer la réussite de tous les élèves, ce qui implique de doter les enseignants d'une formation initiale et continue de qualité tout au long de leur carrière. Dans ce contexte, il ne paraît pas judicieux de diminuer les crédits qui sont alloués à ces missions. C'est la raison pour laquelle il est donc proposé de maintenir les crédits de formation professionnelle tels qu'ils figurent dans la loi dans la finance 2018 et donc de gager effectivement les crédits supplémentaires prévus à cet effet sur un autre chapitre. Monsieur Gérard Longuet pour la commission. Alors, la Commission est défavorable à cet amendement, bien qu'elle en reconnaisse l'importance. Mais la Commission rappelle à l'auteur de l'amendement qu'il y a environ 687 millions consacrés à la formation des enseignants, qu'ils ne sont pas tous consommés tant s'en faut, puisque nous aurions en 2017 100 millions d'écarts de non consommés, et donc la priorité serait à la consommation totale des budgets existants. La mise en place d'une politique RH de ressources humaines plus décentralisée, plus proche des enseignants, devrait permettre une meilleure consommation. Et donc je suggère à notre collègue de retirer son amendement, sinon je proposerai au Sénat de le combattre. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Mon avis va un peu dans le même sens, mais c'est peut-être l'occasion d'une précision. D'abord pour dire que, évidemment, effectivement, l'enjeu de la formation continue est absolument essentiel. C'est d'ailleurs un enjeu qualitatif encore plus que quantitatif. Mais en réalité, derrière les apparences, il y a à la fois une sincérisation et une augmentation. Puisque si la dotation est fixée à 31,5 millions d'euros en 2019, ça semble être une diminution par rapport à 2018, qui était à 36,8. Mais en fait, c'est un objectif volontariste, puisque la dernière consommation annuelle, celle connue en tout cas, celle de 2017, s'élevait à 19,3 millions d'euros. Donc, sans présumer de la dépense totale de 2018, on peut déjà établir que si nous consommions ce qui est indiqué dans le projet de loi, ce serait une augmentation de 12,2 millions d'euros en consommation, soit 65% en 2 ans, qui vous est proposée. Donc, en réalité, il y a, contrairement à, je le reconnais, à des apparences, derrière ces chiffres, un volontarisme pour la formation continue. Donc, avis défavorable. Oui. Monsieur Joly, vous maintenez l'amendement ? Je le maintiens parce qu'on ne peut pas se satisfaire effectivement qu'il n'y ait pas d'initiative qui soit prise pour que ces crédits soient consommés et qu'effectivement qu'il est indispensable de permettre l'accompagnement des enseignants à travers les formations que nous évoquons. Donc je vais mettre aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté.
Donc 3 amendements font l'objet d'une discussion commune. Le 90, Monsieur Grosperrin. Au nom de la Commission de la Culture, bien sûr. Merci, Président. Alors, cet amendement prévoit le transfert de 10 millions d'euros de crédits de personnel du programme 141, à savoir l'enseignement scolaire public du second degré, vers le programme 140, l'enseignement scolaire public du premier degré, afin de financer la création de 300 emplois supplémentaires dans le primaire, qui seraient compensés par la suppression d'un nombre équivalent d'emplois dans le second degré. Alors, pourquoi ce nombre? Parce qu'il correspond au nombre de classes supprimées à la rentrée 2018 en milieu rural, de l'aveu donc du ministère, en l'absence de l'engagement pris par le président de la République qui avait dit en juillet 2017 qu'il s'engageait ici même au Sénat à ce qu'il n'y ait plus de fermeture de classes en milieu rural. Alors cette promesse n'a pas été tenue. J'ai bien entendu les propos du ministre, je sais son honnêteté et je le comprends. Mais fermer une classe en milieu rural, il le sait très bien, c'est contraindre les enfants et leurs parents à de longs trajets, c'est programmer la fin de l'école rurale, la fin des services publics. Alors s'il est vrai que parfois la démographie ne joue pas en cette faveur, mais souvent l'école est le dernier bastion. Et je sais que vous êtes attentifs, mais le ressenti des maires actuellement est différent et cet amendement qui a une portée fondamentalement symbolique permettra d'envoyer un signal fort en faveur de l'école rurale à laquelle ici tous les sénateurs sont attachés et dont le maintien est essentiel à la vitalité et à l'attractivité de nos territoires. Une école qui ferme dans un village, bien sûr, c'est le village qui meurt. Et je répète, même si le ministre nous rassure ou a eu des propos très rassurants, et je connais son honnêteté, mais je pense que c'est un amendement qui est important et qui rassurera en tout cas tous les maires. Merci. Madame Françoise Laborde, le 679 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Ça commence pareil, mais ça ne finit pas pareil. C'est-à-dire que nous avons les mêmes objectifs, mais nous ne tapons pas sur la même ligne. Donc, le RDSE estime que l'enseignement scolaire public du second degré ne peut pas assumer une baisse de 10 millions supplémentaires, puisqu'en effet, l'enseignement secondaire subira déjà une baisse de 2650 postes d'enseignants, alors même que 40 000 élèves de plus entreront dans le second degré à la rentrée 2019. Donc, l'effet ciseau ne paraît pas tout à fait intéressant et risquerait d'aggraver la situation. Par contre, nous proposons de faire peser cette baisse de 10 millions d'euros sur le programme enseignement privé du premier et du second degré. C'est pas 5 milliards, hein, je rassure Monsieur Longuet, dont nous n'ignorons pas que son action dédiée à la formation des enseignants subit bien sûr déjà une baisse en 2019. Toutefois, les parents qui payent déjà pour qu'un enseignement privé soit dispensé à leurs enfants peuvent être, d'après nous, davantage mis à contribution, alors que le rééquilibrage n'est pas envisageable dans le domaine de l'enseignement public. Je vous remercie. Merci. Troisième amendement en discussion commune, le 527, Madame Mello. Merci, Monsieur le Président. Alors, bon, c'est sensiblement la même chose, mais revu à la baisse. Cet amendement vise à transférer 5 millions d'euros en autorisation d'engagement et crédit de paiement au programme 140 afin de financer la création de 150 postes d'enseignants supplémentaires au profit des écoles rurales à partir de l'action 5, enseignement post-baccalauréat en lycée, du programme 141. Il marque un soutien aux écoles rurales et aux communes dont la survie est parfois en jeu. Je vous remercie. Merci. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur le 679 rectifié et le 527. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La Commission et son rapporteur en particulier sont en situation de conflit d'intérêts. Élu d'un département rural, ma sympathie va naturellement à vos amendements. Mais ces amendements n'ont pas tout à fait les mêmes contreparties. Je dirais, Madame Laborde, je suis un peu désolé que vous preniez sur un petit budget, celui de la formation des enseignants privés. Il y a des besoins, ils sont relativement limités. Pourquoi diable ces enseignants c'est le cas de le dire, seraient-ils moins bien formés? Non, la Commission a pris un avis de sagesse sur l'amendement de M. Grosperrin, partant du principe qu'il risque d'être en fait défendu par la bonne volonté du ministre dans la mesure où il bénéficie de 1800 emplois supplémentaires. Ils ne sont pas fléchés et s'il y a des besoins légitimes en milieu rural,
rurale, éclairé par la parole du président, que j'ai d'ailleurs moi-même entendu dans les sous-sols du Sénat en juillet 2017. Je suis persuadé que les besoins sont modestes, tels qu'exprimés par le sénateur Jacques Grosperrin et a fortiori par Madame Colette Mélot. 150 pour vous, 300 ici, vous en avez 18, 100 de plus, vous avez le souci de l'équité, vous connaissez la diversité des territoires, vous connaissez les efforts que font vos DAZEN pour mieux les affecter, et je suis persuadé que vous pourrez apaiser les auteurs de ces 3 amendements, sachant que la Commission est défavorable à votre amendement et sagesse pour les 2 autres, mais attend l'avis du gouvernement. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Donc, s'agissant de ces 3 amendements, je voudrais, pour reprendre les termes du président Longuet, apaiser les inquiétudes dans la lignée de ce que j'ai dit dans mon discours. Puisque, en réalité, l'école rurale bénéficie d'un effort budgétaire sans précédent depuis 2 ans. Lors des 2 dernières rentrées scolaires, nous aurions dû fermer près de 3000 classes ces 2 dernières années pour prendre en compte une démographie de moins 60 000 élèves dans le premier degré. Et au lieu de cela, nous avons créé des postes. À la rentrée 2018, je vous rappelle les grands équilibres, 32 000 élèves en moins dans le premier degré, avec 3 881 postes créés. Si je prends l'exemple d'un département qui vous est cher, monsieur le rapporteur, le Doubs, 14 postes ont été créés à la rentrée 2018, malgré 327 élèves en moins. Cela fait un P sur E de 5,5, un record historique, contre 5,43 l'année précédente. L'exemple de ce département est généralisable. Dans chaque département, le taux d'encadrement s'est amélioré. Je voudrais encore une fois démentir l'idée selon laquelle le dédoublement des classes de CP et de CE1 porterait préjudice aux classes rurales. En Lozère, c'est une moyenne de 14 élèves par classe, pas en CP et en CE1, de la petite section au CM2. Dans le Cantal, la moyenne est de 17 élèves par classe, quand la moyenne nationale est à 23,3. Donc on ne peut pas dire que le rural est lésé, on peut dire qu'il y a un problème démographique et que nous le compensons. Comme vient de le dire Monsieur le Président Longuet, nous le compensons et à chaque fois effectivement avec une très grande attention des DAZEN. Je rappelle aussi que les dédoublements, j'en profite pour le dire, ne concernent pas que l'urbain. Dans l'Aisne, 40% des dédoublements que nous avons réalisés pour REP et REP+, sont en réalité en milieu rural. Donc je pense que c'est important aussi de préciser que la parole présidentielle en juillet 2017 sur les fermetures de classes portait sur la rentrée suivante, puisqu'il s'agissait d'avoir un débat sur cet enjeu et de dire que pour la rentrée suivante, il y avait en quelque sorte une pause, ce qui s'est pour l'essentiel passé. En tout cas, je ne méconnais pas ce sujet démographique. Nous devons encore une fois nous y atteler tous ensemble, notamment pour redonner de l'attractivité aux écoles en milieu rural, notamment au travers des conventions ruralité, qui permettent aussi de faire des regroupements d'écoles. On en compte environ 5000 en 2018. Nous devons prendre aussi en compte les questions périscolaires avec le plan mercredi qui commence à s'appliquer. Et puis, vous y avez fait référence, la mission égalité des territoires conduite par l'inspectrice Ariane Azema et Pierre Mathieu est chargée de réfléchir à un pilotage vraiment territorial des politiques éducatives qui, je pense, doivent permettre de répondre à vos attentes. Oui, merci. Monsieur Joly, vous voulez intervenir? Oui, monsieur Grosperrin, après. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la question de la fermeture des classes, c'est à la fois un enjeu d'éducation, un enjeu pédagogique, ça a été évoqué par les uns et les autres, mais c'est aussi un enjeu d'attractivité des territoires, ça a été dit aussi, mais un enjeu d'image et de représentation des territoires, à la fois pour les habitants de ces territoires, mais également pour les élèves qui se trouvent sur ces territoires. Et il arrive parfois que les décisions de fermeture de classes percutent des stratégies d'aménagement, de développement, de redynamisation des villages. Et ce qui devient incompréhensible par rapport à nos concitoyens et aux élus qui font les efforts, parfois accompagnés d'ailleurs par l'État sur un certain nombre d'investissements, on a l'impression que l'État ne parle pas et ne s'engage pas d'une seule voix dans ces démarches partenariales, puisque des décisions liées à des logiques un peu de filière deviennent percuter ces démarches, je viens de le dire. Et donc pour éviter ça et pour permettre cet accompagnement sur des redynamisations de territoire, il est bien parfois de décaler, de reporter des fermetures de classes qui pourraient apparaître logiques ou légitimes au regard des critères et des ratios que vous avez évoqués, Monsieur le Ministre. C'est un enjeu aussi, un enjeu d'estime du territoire sur lequel sont les parents, sont les enfants, sont les enseignants. Donc une estime de soi qui apparaît indispensable pour faire un parcours
scolaire réussi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Grosperrin. Oui, juste en 2 mots, c'est vrai que j'entends les arguments du ministre, mais c'est quelque chose d'autrement symbolique. Et puis surtout lui dire que lorsqu'on a une vision très macro, dans tous les départements, il est vrai que dans la ruralité, le nombre d'élèves souvent diminue, et puis que vous avez dit fort justement que ça ne diminuait pas, sauf qu'il y a des spécificités et les territoires ne sont pas identiques. Et lorsque dans un village, à un moment donné, lorsqu'une classe est mise en difficulté, je pense que c'est toute la commune, c'est tout le tissu qui pose problème. Donc d'un point de vue macro, je l'entends, mais d'un point de vue spécificité au niveau des équilibres des territoires, parfois il y a des classes qui ferment parce qu'il n'y a plus assez d'élèves ou parce qu'il y en a moins. Donc à un moment donné, il y a un effort supplémentaire qui doit être fait dans ce sens-là pour permettre de pouvoir rééquilibrer ce qu'on appelle l'urbain et le rural. Je vous remercie. Je peux mettre aux voix donc l'amendement 90 de Monsieur Grosperrin au nom de la Commission de la Culture, donc avec un avis de sagesse de la Commission des Finances et un avis défavorable du Gouvernement, qui est pour. Alors là, il faut compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est adopté et les 2 autres amendements tombent. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi au plus tard afin d'achever l'examen de la mission. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. En application des articles LO 151 et LO 297 du Code électoral, Monsieur le Président du Sénat a pris acte de la fin de plein droit à compter du 5 décembre 2018 à minuit du mandat de sénateur du Rhône de Monsieur Gérard Collomb. En application de l'article LO 320 du Code électoral, il est remplacé par Monsieur Gilbert-Luc Devinaz, dont le mandat de sénateur du Rhône commence aujourd'hui 6 décembre à 0 heure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils applaudissent. Donc, l'amendement suivant, 3 amendements en discussion commune. Donc, le premier, Madame Brulin. Le 143. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, très rapidement, il s'agit de réabonder les crédits de l'enseignement agricole, dont j'ai précisé que cet enseignement agricole était victime d'une suppression de 50 postes, une douzaine d'emplois administratifs et techniques, les autres concernant les postes d'enseignants, parce qu'on a besoin de former des jeunes techniciens de haut niveau dans le domaine agricole, notamment au regard des enjeux environnementaux, parce que nous constatons régulièrement que des jeunes sont refusés dans cette voie d'enseignement faute de place, parce que chacun soutiendra cette idée ici, nous avons besoin de travailler au développement de l'agriculture et à une agriculture d'avenir, et enfin, parce qu'on constate des taux de réussite qui sont plutôt en baisse dans ce domaine-là, alors qu'au regard des enjeux de l'aménagement du territoire et encore une fois de l'avenir de l'agriculture française, on a besoin d'avoir un enseignement de qualité. Merci. Donc le suivant, Madame Elisabeth Doineau, le 627. Et je vous suggère de présenter à la suite le 628. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Effectivement, je voulais contracter mes propos en présentant les 2 amendements qui suivent, tout en précisant que le premier amendement est équivalent à celui de Madame Brulin. Et donc, je prévois dans cet amendement de revenir sur la suppression de 50 emplois dans l'enseignement agricole. En effet, je pense que c'est un mauvais signal donné aujourd'hui à l'agriculture, en tout cas à cette filière qui souffre véritablement de grandes difficultés. Or, on sait que cet enseignement, sans doute, manque de communication. Sa promotion n'est pas aussi forte que la promotion de l'éducation nationale. Et pourtant, nous savons aussi que les jeunes qui sortent de l'enseignement agricole trouvent souvent un emploi et que le taux d'insertion des titulaires d'un diplôme de l'enseignement agricole est supérieur à celui des titulaires d'un diplôme équivalent d'éducation nationale. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, comme beaucoup d'entre vous sur ces bancs. Donc le premier amendement est en fait
un amendement qui propose 3 200 000 € parce que c'est une année pleine. Et le deuxième amendement considère que comme cette suppression d'emplois ne pourrait intervenir qu'à partir d'une nouvelle année scolaire, eh bien, il convient de maintenir les emplois à partir de septembre 2019. Et le montant de 1 054 750 € tient compte donc de cette situation. Donc je vous invite, chers collègues, si vous n'êtes pas convaincus par les premiers amendements, de plutôt voter pour celui-ci, qui est un amendement de repli, mais qui considère également que l'enseignement agricole est un des fleurons, on peut le dire, de notre enseignement en France. Et donc, je vous remercie d'ores et déjà du débat qui va suivre. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission des finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'aime beaucoup l'enseignement agricole. J'ai présidé pendant 12 ans le lycée public Philippe de Villemorin à Bar-le-Duc et j'y ai appris l'essentiel de ce que je sais en matière de direction d'un établissement scolaire, c'est-à-dire pas grand-chose, mais ils me l'ont vraiment appris. Ce sont des gens formidables et en effet, avec des élèves et des enseignants et des familles qui sont volontaires, ce qui est la condition essentielle du succès. C'est vrai d'ailleurs des lycées agricoles privés, moins fréquents dans l'Est mais présents dans l'Ouest. C'est vrai des maisons familiales rurales dont le travail est excellent pour donner une deuxième chance à des enfants qui ont parfois manqué leur insertion, leur réussite dans le collège. Pourtant, je ne vais pas la Commission des finances ne va pas, et moi-même ne vont pas soutenir vos amendements, et pour des raisons budgétaire dont vous allez comprendre la valeur symbolique. Nous avons de 2012 à 2018 les effectifs de l'enseignement agricole au sens large, ces 3 filières, malheureusement, ont évolué négativement de 170 000 élèves à 162 000, moins 8 000. Pendant la même période, les effectifs enseignants des 3 filières de l'enseignement agricole ont gagné 820 postes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on perd 10 élèves, on gagne un poste. Il y a un moment, il faut quand même se poser des questions. Et je pense profondément que les lycées agricoles publics, les lycées agricoles privés, les maisons familiales sont en mesure, par la diversification de leur offre, parce qu'ils font à la fois de l'enseignement initial, ce qui nous rassemble aujourd'hui, l'enseignement scolaire, mais ils font également de l'apprentissage et de la formation permanente, sont en mesure de rebondir et, à travers ce réseau d'ailleurs de services rendus et reconnus, qui sont des réseaux de qualité, augmenter leurs effectifs. Et je suis tout à fait décidé, et la Commission des finances, comme la Commission des affaires culturelles naturellement, soutiendront tout projet d'effectifs qui s'adossera à une reprise, enfin d'effectifs d'enseignants, qui s'adossera à une reprise d'effectifs d'élèves. Nous ne pouvons pas à la fois défendre l'idée que la dépense publique doit être maîtrisée et ne pas essayer de temps en temps de considérer que l'on ne peut pas augmenter les moyens lorsqu'il y a une difficulté. Si c'était une impasse, et je terminerai, je vous dirais, bon, on va faire un effort. Mais il y a des facultés de développement de ces établissements, surtout si les élus locaux qui les connaissent et qui les soutiennent les accompagnent. Et la reprise des effectifs d'élèves entraînera la reprise des effectifs d'enseignants, mais à ce moment-là seulement. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Je suggérerais que vous la retiriez, sinon l'avis est défavorable. Monsieur le ministre. Même avis. Je voudrais juste ajouter un point qualitatif, c'est que je soutiens très fortement l'enseignement agricole. Il y a des rapprochements très forts entre l'éducation nationale et l'enseignement agricole, donc c'est l'occasion pour moi de le dire. L'ensemble de ces éléments ne signifie absolument pas que nous voulons marginaliser ou léser l'enseignement agricole, mais j'adhère complètement aux arguments du rapporteur. Donc, avis défavorable. Merci. Explication de vote, monsieur Karam. Je vous remercie, monsieur le Président. Oui. Lorsqu'il m'a été proposé de devenir rapporteur de l'enseignement agricole au sein de la Commission, je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme. En toute humilité, et monsieur le ministre le sait, j'ai fait construire un des plus beaux lycées agricoles de France en Guyane avec 2 MFR. Parce que j'ai toujours combattu l'idée que l'enseignement agricole était une voie de garage pour l'éducation nationale.
et le monde de l'agriculture. J'ai toujours considéré qu'il fallait franchir le saut qualitatif. Alors, pourquoi je ne peux pas rejoindre mes collègues? C'est vrai qu'il est toujours regrettable qu'une réduction de 50 emplois, même si ça reste minime, est une perte pour l'enseignement agricole. Mais vous l'avez dit, Monsieur le ministre, il est clair aussi qu'en même temps, il faut reconnaître qu'il y a une baisse des effectifs. Et il y a une baisse des effectifs à tous les niveaux, soit des effectifs d'élèves, soit des effectifs de classe. Donc, rien n'est fermé, rien n'est bloqué. Lorsqu'on fera le travail qu'il faut pour pouvoir relancer, promotionner à nouveau cet enseignement agricole sur nos territoires, bien, je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas reprendre ce qui a été perdu et relancer l'activité en donnant la place qui revient aux enseignants et au corps administratif dans ces établissements agricoles. Merci, Monsieur Ouzoulias. Oui, en très peu de secondes. Monsieur le ministre, mais je m'adresse plutôt au gouvernement, c'est-à-dire à l'ensemble du gouvernement. Moi, je voudrais attirer votre attention, au-delà des problèmes budgétaires qu'on vient d'évoquer, sur le statut des personnels de direction des établissements publics qui restent employés sur un statut d'emploi. Ils ont vraiment besoin d'un statut de corps. Je pense que ça peut faire partie de la revalorisation de l'enseignement agricole. Je vous remercie. Madame Jasmin. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je crois que le problème de l'enseignement agricole et des baisses des effectifs sont aussi liés à la formation des conseillers d'orientation psychologues et de certains professeurs, notamment les professeurs principaux, qui, lorsque les parents font des vœux, parce qu'on demande aux parents depuis la classe de 4e de faire un certain nombre de vœux, eh bien, en fonction des projets, ils ne tiennent pas forcément compte des projets professionnels des enfants, ils tiennent compte des notes, des évaluations pour réorienter vers d'autres filières ces enfants-là. Donc, ce n'est pas un problème d'effectifs liés vraiment à une... Et l'année dernière, je dirais rapidement, nous avons organisé avec la délégation droits des femmes, la présidente est présente, justement ici même, suite à une étude qui a été faite, à un rapport sur l'agriculture, les femmes et l'agriculture, et bien nous avons vu qu'il y avait un certain nombre de recommandations, notamment l'orientation des filles. Et il y a de vrais problèmes d'orientation, donc je crois que la balle est dans votre camp pour faire remonter les effectifs dans les établissements et mettre en adéquation, évidemment, le nombre de professeurs en fonction des besoins. Merci. Je vais mettre aux voix... Oui, Madame Billon. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je partage bien entendu l'analyse de notre collègue Elisabeth Doineau. Mais par contre, je suis au regret de dire que je ne vais pas pouvoir la suivre pour voter cet amendement, parce qu'en réalité, moi, je voudrais que le gouvernement s'engage aujourd'hui pour essayer de voir quelles sont les raisons justement de cette chute d'effectifs, parce que s'il y a une chute d'effectifs alors qu'il y a des débouchés dans l'agriculture, il faut vraiment se donner les moyens d'orienter les jeunes vers des filières qui réussissent. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 143 avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 627 avec donc 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il n'est pas adopté. Le 628, toujours avec 2 avis défavorables. Le 628, qui est pour? Le 628. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, qui est contre? Il n'est pas adopté. Alors, l'amendement suivant, le 213, Monsieur Joly. Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le Conseil national d'évaluation du système scolaire
est en cours de démantèlement. Cette instance d'évaluation autonome va disparaître pour lui préférer une nouvelle instance dont 80% des membres seront nommés par le ministre. Le Conseil national d'évaluation scolaire apparaît comme une instance utile et efficace selon les avis, en tout cas du Parlement. Et cette instance aujourd'hui qui fonctionne donc mériterait effectivement pour qu'elle puisse fonctionner correctement, qu'on lui accorde des moyens. Et c'est le sens de cet amendement qui vise effectivement à doter les crédits, à doter ce Conseil national de 400 000 euros, constituant les crédits qui pourraient être nécessaires à un fonctionnement satisfaisant dans le cadre qui est celui dans lequel il fonctionnait jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Merci. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? Oui, défavorable, parce que la Commission a estimé que le doublement des moyens de ce Conseil n'obéissait pas à un impératif établi. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Très rapidement, c'est un débat que nous aurons à l'occasion du projet de loi sur l'école de la confiance. L'évaluation est extrêmement importante, je suis le premier à le dire et à en parler très fréquemment, que ce soit le sujet de l'évaluation des élèves, on vient d'en faire de nouvelles, que ce soit l'évaluation des écoles et des établissements. Nous proposerons donc au travers du projet de loi une véritable agence d'évaluation. Cela ne signifie pas que nous voulons mettre fin au type de fonctionnalités qui sont celles du CNESCO. En tout cas, à mes yeux, ça ne nécessite pas d'abonder spécifiquement les crédits du CNESCO en 2019. Ça ne veut pas dire que je n'accorde pas d'importance à ce qui a été fait par cette instance ou à la fonction d'évaluation dans le système. Donc, avis défavorable. Merci. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement. Ce n'est pas d'explication de vote, avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il n'est pas adopté. Le 653, Madame Jasmin. Merci, merci Monsieur le Président. Mon amendement concerne les enfants, l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Depuis de nombreuses années, il y a un arsenal juridique qui est quand même pléthorique et pourtant, beaucoup de familles ne réussissent pas à inclure dans un établissement en milieu ordinaire, conformément à la loi, leurs enfants en situation de handicap. Pourtant, il y a un certain nombre de mesures simples qui pourraient permettre de prendre en considération ces enfants et de leur rendre un petit peu de bonheur en les mettant à l'école comme tous les enfants et comme c'est prévu dans la loi. Donc moi, ce que je propose, c'est que sur le programme 230, qui concerne la vie des élèves, qu'on puisse équiper certains établissements à la demande des chefs d'établissement de téléphones portables, parce que maintenant c'est interdit, mais pour certains enfants en situation de handicap, notamment ceux qui seraient sourds, mais qui sauraient lire, eh bien de leur permettre d'avoir ou une tablette ou un téléphone portable qui permettrait de traduire ce qui est dit en écriture pour que l'enfant puisse lire, notamment pour tout ce qui concerne les alertes. Donc ce serait du matériel qui appartiendrait à l'établissement. D'autre part, mettre aussi, dans la mesure du possible, et là ce serait la demande des chefs d'établissement en fonction des enfants qui seraient inscrits, eh bien la possibilité d'avoir du braille, d'avoir la possibilité de lire en braille et d'avoir l'audio description. Ce sont des choses simples que la législation permet de faire et pour lesquelles certains enfants ces enfants, eh bien, ils ne bénéficient pas de situation ordinaire, je dirais. Donc, comme vous le voyez, le financement, il n'est pas pléthorique. C'est quelque chose qui est réalisable dans la mesure où ce n'est pas dans tous les établissements qui, pour le moment, pour lesquels il y a des enfants qui sont en demande. Certaines familles demandent, et en fonction des demandes des chefs d'établissement et des enfants qui seront accueillis, eh bien, proposer aux enfants des moyens simples pour leur enseignement. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission? Alors, la Commission ne connaissait pas les arguments de Madame Jasmin, que nous avons écoutés avec beaucoup d'attention, mais je voudrais rappeler au Sénat que le budget en question passera en 2019 de 1,2 milliard à 1,6 milliard.
Donc je pense que le ministre peut nous rassurer sur l'utilisation de cette augmentation de 400 millions qui devrait permettre de dégager des moyens spécifiques aux problèmes que Mme Jasmin vient de poser avec beaucoup de raison. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Madame la sénatrice. Évidemment, l'esprit de votre intervention, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est un sujet totalement prioritaire. Comme vient de le dire le rapporteur, on a fait des efforts extrêmement importants pour la rentrée 2019. C'est d'ailleurs le domaine d'effort par excellence dans ce budget. J'ai mentionné tout à l'heure le chiffre de 2,7 milliards d'euros. Alors, s'agissant du point spécifique sur lequel vous avez voulu porter l'attention, c'est-à-dire l'achat de matériel mis à disposition des élèves en situation de handicap, et notamment d'ailleurs les sourds et les aveugles auxquels vous avez fait référence, le ministère a prévu d'y consacrer près de 18,3 millions d'euros en 2019, c'est-à-dire 2 millions d'euros de plus que pour la loi de finances 2018, et c'est 5 millions d'euros de plus que la dépense constatée en 2017. Donc même sur ce chapitre-là, il y a une évolution très importante. J'espère que c'est de nature à vous rassurer, et donc retrait si possible. Merci. En explication de vote, Madame Bory. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je souhaitais, alors peut-être le sénateur Jasmin souhaitera peut-être effectivement faire le retrait de cet amendement, mais je souhaiterais en tout cas lui apporter mon soutien. Parce que je pense que même si les collectivités ont apporté des éléments supplémentaires avec l'accessibilité handicap dans les établissements scolaires, je pense qu'il est nécessaire effectivement d'apporter du matériel aussi supplémentaire. Et les collectivités, en tout cas, n'ont plus les moyens, avec déjà l'accessibilité handicap, d'abonder sur du matériel. Donc je soutiens en tout cas cet amendement ou la proposition du ministre, et j'en profite, Monsieur le ministre, pour rappeler la situation quand même précaire à ce sujet des AESH que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que je rappelle que le changement de statut des AVS en AESH sur le taux horaire fait perdre quand même un montant important. Jusqu'à maintenant, en AVS, les personnes touchaient sur 20 heures 825 € par mois, et elles se retrouvent avec 100 € de baisse sur leur salaire. C'est un montant particulièrement important. Donc j'espère que l'abondement que vous évoquez aussi pourra leur être profitable. Merci. Donc, monsieur le rapporteur de la Commission des finances, l'avis finalement de la Commission des finances. Défavorable, et on souhaite plutôt le retrait. D'accord. Bien. Donc, je mets aux voix cet amendement avec 2 demandes de retrait. Vous maintenez l'amendement, Madame Jasmin? Oui, j'ai bien compris les explications à la fois du rapporteur et de Monsieur le ministre, mais je tiens à ce que, puisque c'est une priorité pour vous, que vous puissiez nous laisser le choix de voter et de l'adopter si possible, parce que c'est important, c'est une priorité affichée du gouvernement, mais il y a beaucoup de familles qui depuis des années, malgré les textes qui existent depuis 2005 et bien d'autres, ne réussissent pas à scolariser les enfants, alors que certaines mesures simples pourraient le leur permettre. Donc Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je le maintiens. Merci. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 653 avec 2 demandes de retrait, donc avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Alors, oui, on comptait plutôt qui est contre? Ce sera plus facile. Abstention. Donc, il est adopté. Dernier amendement, le 214. Monsieur Patrice Joly. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est un amendement qui vise à augmenter de 250 000 € les crédits alloués à la médecine scolaire. Vous le savez, la médecine scolaire, depuis de nombreuses années, voit ses effectifs diminuer. Le faible nombre de stagiaires qui se présentent au concours, une vingtaine par an, ne permet pas de réduire cette hémorragie. Et donc, en 10 ans, on constate que le nombre de médecins scolaires a diminué de plus de 25%. Cette diminution continue du nombre de médecins scolaires experts dans l'exercice de la médecine scolaire est un frein à la déclinaison de la politique de santé.
Vous savez que c'est l'occasion, à travers ces médecins, d'identifier des pathologies particulières, notamment chez des enfants et des jeunes de catégories défavorisées. Il s'agit là d'un moyen de détection de ces pathologies irremplaçables. Les syndicats soulignent notamment les difficultés matérielles de plus en plus grandes auxquelles ils font face en raison de territoires toujours plus grands à couvrir pour chaque médecin. Et on est ainsi, par exemple, des frais de développement qui, en fin d'année, ne permettent pas de faire face à ces besoins. Au surplus, le devenir de la profession dans ces conditions est menacé. C'est au regard de l'enjeu que représente la médecine scolaire. Il est donc proposé ces 250 000 € supplémentaires. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission. Alors, la commission est défavorable. On comprend très bien le sens de cet amendement, mais je rappelle que cet amendement se propose d'abonder une mission qui, elle, est dotée de 512 millions, c'est-à-dire 400, enfin beaucoup plus, 400 fois la somme en question. Donc, je pense qu'il n'y a à peu près aucun problème pour faire progresser la médecine scolaire au regard de l'ensemble des études, observations, enquêtes menées pour développer cette médecine scolaire. Donc votre amendement est un amendement d'éclairage, d'alerte. La Commission des finances n'estime pas être dans son rôle en soutenant ce type d'amendement. Elle en comprend l'utilité en termes de débat, mais ce n'est pas notre rôle que de nous substituer, par exemple, à la Commission des affaires culturelles. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Ça va être un même avis, en ajoutant le fait que, bien sûr, il y a un sujet de médecine scolaire et que cet amendement permet d'en parler. Le sujet est vraiment qualitatif et pas quantitatif. Nous avons totalement les moyens d'assumer ce qu'il faut en la matière, comme vient de le dire le rapporteur. L'enjeu, c'est celui de l'attractivité de ce métier, d'où d'ailleurs la revalorisation du métier, là aussi dans le cadre du PPCR que nous sommes en train d'accomplir. Mais aussi de stratégies complémentaires pour arriver à avoir une visite médicale effective, notamment pour les moins de 6 ans. Nous avons donc toute une stratégie que nous avons exposée avec Agnès Buzyn qui permettra, en associant les médecins civils aux médecins scolaires, de réaliser pour de vrai cet objectif éminemment social qui est que tous les enfants de moins de 6 ans aient pu avoir la visite médicale. Mais sinon, je suis totalement d'accord avec les arguments de monsieur le rapporteur. Donc, avis défavorable. Merci. Madame Blondin, brièvement, si possible. Oui, mais permettez-moi de prendre quand même le temps nécessaire pour dire que je soutiens cet amendement de mon collègue que je n'ai pas co-signé par un manque de coordination, mais la question de la santé scolaire est vraiment une question récurrente et de plus en plus préoccupante. Et vous le savez, Monsieur le Ministre, je vous interroge régulièrement, comme je le faisais également avec vos prédécesseurs sur le sujet, mais je ne vois pas d'avancée. Alors, je voudrais vous rappeler que le rapport du CESE de mars dernier stipulait que l'école est un lieu de construction de soi en bonne santé, où doit s'engager la lutte contre les déterminismes et les inégalités sociales. Et ce sont souvent les mêmes enfants qui cumulent les précarités. Et je rappelle aussi le rapport de l'Académie de médecine qui, lui, fait un constat beaucoup plus alarmant en parlant avec grand regret de médecine scolaire sinistrée. Le défenseur des droits également appuie cela. Donc je pense que nous avons eu également ce matin 2 auditions, l'une Non, mais n'interrompez pas. Continuez, ne perdez pas de temps. Ce matin, nous avons entendu le directeur du service national de la jeunesse qui nous a dit avoir constaté que bon nombre de jeunes de 16 ans n'avaient pas de carte vitale, avaient des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des problèmes dentaires et étaient des décrocheurs, incapables de comprendre un texte du quotidien. Je répète aussi que nous avons entendu les représentants des syndicats lors de notre audition sur les violences à l'école et là même, ils nous ont dit également qu'ils avaient besoin
de la médecine du travail, qu'ils avaient besoin de psychologues pour justement lutter contre les violences dans les lycées, ce que vous avez évoqué justement. Monsieur le ministre, vous prônez souvent l'école de bienveillance. Eh bien, la santé, c'est aussi un état de... Merci. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement 214 avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Nous allons maintenant procéder au vote des crédits de la mission enseignement scolaire figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Donc, oui, Madame la Présidente. Je ne vais pas prolonger les débats, Monsieur le Président. Pardon ? Juste un mot. Oui. Juste un mot, Monsieur le Président, comme je n'ai pas eu l'occasion de prendre la parole pendant tout ce débat, juste pour dire que, sans surprise, je voterai sur proposition de notre rapporteur de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, ces crédits de la mission enseignement scolaire et enseignement agricole, mais surtout dire au ministre que nous le soutenons dans les jours qui viennent. Il a tout à l'heure exprimé la nécessité d'un appel au calme et au sang-froid, et surtout à veiller à ce que tout se passe bien pour nos lycéens. Donc je voulais vous le dire très officiellement. Ce matin, en effet, nous auditionnions les syndicats des personnels de direction suite aux différents incidents. Madame la Présidente, merci de conclure. Il n'y a pas d'explication de vote. Normalement, vous me dites un mot, d'accord, mais voilà, il faut arrêter. Il est très court. Je vais terminer dans 2 minutes, Monsieur le Président. Ah non, pas dans... 2 minutes, c'est symbolique, voyons. Voilà. Voilà. Et donc, nous avons réaffirmé au personnel aussi de l'éducation tout notre soutien dans les temps troublés que nous vivons. Je vous remercie de votre attention. Symbolique. Merci. Donc, je mets aux voix les crédits de la mission enseignement scolaire de l'état B. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc, ils sont adoptés. Et voilà, le Sénat a donc adopté le budget de l'école pour 2019, un budget en hausse d'1,7% qui recentre les moyens sur l'école primaire, avec la création de 1800 postes supplémentaires. Les sénateurs ont débloqué 10 millions d'euros pour créer 300 postes dans les écoles rurales. Et puis 300 000 euros ont été également votés pour financer l'inclusion des enfants en situation de handicap au sein du système scolaire. Le Sénat a validé néanmoins la suppression de 2600 postes dans le secondaire prévu par le gouvernement. Des suppressions de postes votées alors que des dizaines de lycées sont bloqués en plein mouvement des Gilets jaunes. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a appelé hier soir les lycéens à ne pas manifester samedi prochain car ils courraient, je cite, un grand danger. Et puis sur cette crise sociale autour du mouvement des Gilets jaunes, Édouard Philippe, le Premier ministre, prononcera un discours cet après-midi au Sénat qui sera suivi d'un débat. Et je vous invite à suivre notre émission spéciale sur Public Sénat de 14h à 18h. Pour suivre toute l'actualité parlementaire, rendez-vous sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.